Après, il fallait prendre la deuxième feuille de TP, donc TP2 suite, qui étudiait cette fois-ci l'embryon de Xénope. Donc, lors du TP précédent, on a tracé les axes de polarité. Lors du TP1, eh bien, quel problème pourrait donc être posé en rapport avec les premières étapes de la vie? Eh bien, le problème qui pourrait être posé, c'est de savoir quand et comment se met en place ces fameux axes de polarité. Pour cela, je vous ai demandé de schématiser un ovocyte de Xénope. Donc Xénope, je rappelle ce que c'est un amphibien. Avant et après la fécondation. Donc avant, c'est lorsque l'on a encore l'ovule. Après la fécondation, on est au stade cellule œuf. Le but étant d'indiquer ce qu'il se passe lorsque le spermatozoïde entre. Et après, à partir de là, essayer de représenter en bleu l'axe antéro-postérieur de la cellule œuf. Donc voilà le schéma, point d'entrée du spermatozoïde. On a deux zones sur l'embryon de Xénope. Une zone très pigmentée, une zone qui l'est moins. Cela permet de différencier le pôle animal du pôle végétatif. Pourquoi pôle animal? Bien, la zone pigmentée est constituée de nombreuses cellules. La pôle végétatif est constituée plus de réserves, puisque comme on le sait, les amphibiens, comme les grenouilles, pondent des œufs. Et donc il faut que ces œufs contiennent un peu de réserve pour permettre le développement de l'animal. Contrairement à nous, l'homme, où on est des animaux vivipares, et donc on est connecté directement à la maman, ce qui fait que c'est à partir de la maman qu'on récupère les nutriments dont on a besoin pour notre développement à l'intérieur du ventre de notre mère. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a fusion du spermatozoïde avec l'ovule? Eh bien, le pôle animal bascule, il y a un déplacement du cytoplasme, ce qui révèle une zone dépigmentée, grise, qu'on appelle le croissant gris. Ainsi, le pôle animal, c'est la future partie avant l'animal, le pôle végétatif, c'est la future partie arrière de l'animal. Deux points à savoir. Et après, je vous ai demandé d'indiquer les événements qui se produisent 1 heure après l'entrée du spermatozoïde dans l'ovocyte, à partir de l'étude à la fois de vidéos, mais de documents texte, avec schéma, et vous pouviez en extraire une partie de ce document, qui était la réponse à la question. Si on était au collège, je vous dirais que c'est du s'informer. On a la formation d'une zone plus claire, qui est située à l'opposé du point d'entrée du spermatozoïde, qu'on appelle le croissant gris. Eh bien, lorsque l'on a le croissant gris, cette partie-là, c'est la future face dorsale de l'embryon. Donc, si on a la face dorsale de l'embryon, à l'opposé, on a la face ventrale, et perpendiculairement à cela, on a l'axe antéro-postérieur, avec la zone antérieure et postérieure. Donc les deux zones sont respectivement très peu pigmentées. Pardon, je reprends. Les deux zones respectivement très peu pigmentées des hémisphères animal et végétatif deviennent alors contiguës lorsqu'il y a fusion du spermatozoïde et de l'ovule. De là, je vous demandais de schématiser la cellule œuf avec les axes de polarité antéro-postérieure et dorso-ventral. Voilà ce que cela donne. Ant, post, c'est l'axe antéro-postérieur, DV, dorso-ventral. Le croissant gris marque bien la face dorsale, l'opposé étant la face ventrale, c'est ce que nous avons vu. Et ainsi, le pôle animal va donner la future partie avant de l'animal. Le pôle végétatif, au fur et à mesure du développement, va donner la face arrière de l'animal. Ainsi, nous pouvions répondre aux problèmes posés. La rotation corticale déclenchée par la fécondation détermine la mise en place de la symétrie bilatérale et de la polarité dorso-ventrale du futur individu. Cela signifie que le basculement que nous avions vu avant va déterminer la mise en place de la symétrie bilatérale, c'est-à-dire on va pouvoir avoir les zones antérieures, postérieures, dorsaux, ventrales, et donc on aura la partie gauche et droite de l'animal séparées par un plan de symétrie bilatérale. Ainsi, en bilan, nous pouvons dire que le développement embryonnaire conduit à la mise en place du plan d'organisation en suivant un programme génétique déterminé. C'est l'objet du grand C, ce contrôle du développement par les gènes. C'est toujours le TP2. Et cela faisait appel à l'étude
d'un petit insecte qu'on appelle la drosophile, qui est la mouche du vinaigre. Et comme nous l'avions vu en classe, cette mouche du vinaigre est très intéressante pour les généticiens car elle a peu de chromosomes et elle se reproduit rapidement, ce qui permet de voir comment évolue une mutation au cours des générations successives. Alors pour ce TP, je vous invite à consulter la correction qui est dans les polycopiés de seconde afin de vous y référer. Nous allons simplement dans le diaporama faire un bilan de ce que nous avons vu, qui est court. Malgré leur diversité, les grands plans d'organisation du monde vivant sont en partie sous le contrôle des gènes apparentés, tels que les gènes homéotiques. Je rappelle ce que sont les gènes homéotiques, même si c'était indiqué dans la correction. Les gènes homéotiques, ce sont les gènes qui contrôlent la mise en place des organes au cours du développement embryonnaire.